Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette session sur l'équilibre du budget. Un programme bien ambitieux. Sans plus attendre, je vais passer la parole au professeur Alain Tranois qui va poser en préambule le cadre du débat. Bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus nombreux à cette session sur l'équilibre du budget, que j'espère passionnante, et que je vous propose d'analyser à la lumière du thème général des rencontres d'Aix cette année, le choc des temps. On peut en effet aborder le sujet de l'équilibre du budget de différentes façons. On peut par exemple se poser la question de savoir comment on peut équilibrer le budget, qui est évidemment une question très importante. Mais je vous propose, à titre principal, de traiter la question en quelque sorte en amont, qui est faut-il équilibrer le budget, qui est évidemment une question un peu provocante, mais surtout quel doit être le rythme de retour à l'équilibre des finances publiques. C'est bien donc du rapport au temps sur lequel je propose que nous échangions et à propos duquel, d'ailleurs, se concentrent beaucoup d'interrogations de politique économique en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon. À cet égard, l'une des difficultés majeures des questions budgétaires est d'être un point de rencontre entre le monde politique et sa logique, ou ses logiques, et le monde économique, dont les temps, je devrais dire les temporalités, ne coïncident pas. Je vais ici laisser la parole à un grand historien, spécialiste du temps, François Hartog, qui a justement décrit cette difficulté de la synchronisation des temps politiques et économiques. À l'immédiateté des temps de marché ne peuvent s'ajuster ni le temps économique ni le temps politique, ou plutôt les temps politiques. Celui impérieux des temps électoraux, celui connu depuis la nuit des temps qui consiste à gagner du temps, celui, le dernier venu et pas le moins exigeant, de la communication politique qui a pour unité de compte le temps médiatique. Les vieilles démocraties représentatives découvrent qu'elles ne savent pas trop comment ajuster les modes et les rythmes de leur prise de décision à cette tyrannie de l'instant sans risquer de compromettre ce qui, justement, en a fait des démocraties. Ce défaut de réactivité peut avoir des conséquences catastrophiques pour des pays confrontés à un problème de solvabilité et non simplement de liquidité. Il faut, suivant les cas, gagner du temps ou ne pas en perdre. Si le diagnostic partagé est que la dette publique est soutenable, alors la lenteur du processus de coordination n'a pas de conséquences majeures. En revanche, si le marché anticipe un problème de solvabilité et que les autorités chargées de la conduite de la politique monétaire et budgétaire partagent ce diagnostic, alors il faut au contraire agir urgemment et restructurer au plus vite la dette pour la rendre soutenable, ceci au bénéfice de toutes les parties prenantes, le pays en question, mais aussi les créanciers. La difficulté est qu'un pays n'est pas solvable pour toujours. Un pays peut être considéré comme solvable un jour et pas le lendemain. Le point de non-retour, à partir duquel le marché va appliquer une prime de risque importante, peut se rapprocher brutalement en fonction de chocs que subit une économie, en particulier de chocs financiers. Les anticipations, quant à l'occurrence de ces chocs, peuvent diverger, tout comme celles concernant le taux de croissance de l'économie. Grosso modo, pour que le ratio de la dette publique ne s'envole pas, il faut que le taux de croissance qui gonfle le dénominateur, le PIB, soit plus élevé que le taux d'intérêt qui gonfle le numérateur, la dette publique. Un décalage des anticipations sur le taux de croissance quant au diagnostic formé par les acteurs de marché, les autorités en charge de la politique budgétaire et monétaire et les contribuables électeurs peut avoir des conséquences dramatiques, précipiter un pays de la crise de liquidité à une crise de solvabilité. Les dettes souveraines souffrent donc d'un problème délicat de coordination des anticipations. Enfin, la période qui s'est écoulée, qui n'est sans doute pas terminée, a été singulière dans la mesure où cette crise
des dettes souveraines a touché l'une des zones au cœur de l'activité économique mondiale et présentant de ce fait une potentialité de risque systémique. Cette singularité porte en germe le manque de points de repère dans le passé. Je vous rappelle que les crises précédentes, depuis la guerre, ont tous concerné des pays à la périphérie du cœur économique mondial. La crise de la tequila, la crise du peso argentin, la crise du rouble. Et donc, cette singularité porte en germe le manque de points de repère dans le passé pour épuiser une connaissance empirique sur laquelle appuyer un diagnostic que l'on puisse qualifier de réellement scientifique. L'inconnu libère les forces de l'idéologie qui jouent alors un rôle plus que de mesure dans le diagnostic ou les remèdes proposés. Il me semble que cet aspect ne peut pas être passé sous silence dans la discussion. Je vous propose donc une structuration de la table ronde autour de ces trois thèmes suivants, tant politique et tant économique, la coordination des anticipations et enfin le rôle des idéologies dans les injonctions sur le rythme de retour à l'équilibre budgétaire. Merci. Alors, je vais vous présenter rapidement les membres de notre panel en respectant l'ordre de leur intervention, si vous le voulez bien. Et je commencerai pour cette raison par Madame Kinberg Batra. Madame Kinberg Batra préside la Commission des finances du Parlement suédois, ainsi que le groupe parlementaire modéré dont est issu l'actuel gouvernement. Malgré son jeune âge, elle a déjà une longue expérience parlementaire puisqu'elle est entrée au Parlement en 2001 et cette ancienne de la Stockholm School of Economics a été passée 4 ans à la Commission du Parlement pour les affaires européennes. Alors, viendra après elle Madame Pécresse. Madame Pécresse est évidemment notre hôte aujourd'hui, en particulier pour son expérience passée à la tête du ministère du Budget, des Comptes publics et de la réforme de l'État entre 2011 et 2012. Et elle a donc connu l'exacerbation de la grande crise de la dette européenne dont nous sommes encore loin d'être sortis. Je dirais simplement que Mme Pécresse a aussi une expérience budgétaire du côté dépensier, cette fois, puisque Mme Pécresse, comme vous le savez, a été 4 ans ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ensuite, nous entendrons M. Jared Bernstein. M. Jared Bernstein est Senior Fellow au Center on Budget and Policy Priorities, une organisation non gouvernementale qui est renommée sur les questions d'évaluation des politiques budgétaires et des programmes d'action publique. Et Jared est particulièrement qualifié pour nous parler de l'approche américaine du sujet, puisqu'il a été conseiller économique de Joe Biden, le vice-président américain, et qu'il a fait à ce titre partie de l'équipe économique du président Obama. Puis, nous entendrons M. Francesco Giavazzi, qui est à ma gauche, qui est professeur d'économie à l'université de Bocconi de Milan et enseignant régulier au MIT, où il a d'ailleurs obtenu un PhD il y a 35 ans, sous la houlette d'un autre économiste italien, le prix Nobel Franco Modigliani. Et M. Giavazzi a une longue expérience des affaires publiques. Il a notamment été l'année dernière un conseiller du président du Conseil, Mario Monti. Puis viendra le tour de l'économiste Charles Wyplosz, qui est professeur d'économie à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève depuis près de 20 ans. Charles Wyplosz est un ancien INSEAD et de l'École des hautes études en sciences sociales et il est surtout connu comme un spécialiste des questions monétaires, notamment de toute l'aventure du SME, puis de l'UEM. Et enfin viendra le tour de Jean Benardeau. Jean Benardeau est directeur général de HSBC en France, où il a fait toute sa carrière de banquier depuis 1997, à l'époque où cet établissement s'appelait encore le CCF. Et Jean est essentiellement un spécialiste de la banque de financement et d'investissement. Et comme quelques autres grands banquiers français, eh bien, il est passé par la fonction publique, puisqu'il a été à l'administration du Trésor et notamment au cabinet d'Alain Juppé. Voilà, alors nous allons commencer avec Madame Kinberg Batra. C'est donc à vous de lancer notre réflexion. Rappelons que vous venez d'un pays où, en 1990, le poids des dépenses publiques était de 61% du PIB et où les prélèvements obligatoires pesaient 57% du PIB. Depuis, un spectaculaire redressement des finances publiques a eu lieu, d'où l'intérêt particulier de votre intervention pour notre auditoire.
Comment peut-on, Madame Kinberg-Batra, équilibrer le sérieux budgétaire avec les nécessités de soutenir la croissance? Merci bien. Je suis heureuse d'être ici. En Aix-1, si je comprends correct, c'est une des régions de la France avec les taux de croissance le plus élevés, grâce, je crois, au secteur services et tourisme, mais aussi naturellement l'ouverture aux étrangers. Je suis aussi heureuse de vous rencontrer, vous tous, et je voudrais aussi nommer le professeur Giavazzi, qui a fait une évaluation externe de politique monétaire suédoise, présentée à 0,5. Et ça, c'est très intéressant, je crois. Je crois que tous, gouvernements et parlements aussi, doivent être discutés de les économistes externes de temps en temps. C'est très important. J'espère que je comprends des questions en français, but I will now turn to English, which I definitely know better. And I will let the arrangers show the first slide. I will talk about how countries, especially in Europe, need to focus on reforms that both address the financial crisis as well as the lack of competitiveness, which of course needs to grow in Europe. And I will, of course, start with the experience in Sweden from the last 20 years. I would like to start to mention the similarities there are between Sweden and France. We are both friends of quite strong governments. We have large, strong states, strong government influence. We have quite high taxes. Denmark would have the highest taxes in the world, and numbers 2 and 3 are a competition between the two of us. We are approximately around 44% in Sweden and something like that also in France. And it's important for us both to grow our economies and also to keep our countries together. We are friends of and proud of that in our countries we take care of the young, we take care of the sick, we don't want differences in incomes to be too large, and I think that is very, very important. We can only meet the expectations from the public in our countries if we make sure both that the economies stay competitive and that they are based on sound public finances. Now, I now have this picture from the World Bank. This is one of several pictures like these where they were discussed yesterday. They will be discussed tomorrow again, of course. This is one of them showing the growth projections for this year in the world. Where, of course, the majority of the growth comes from regions other like this. It shows the darker green it gets here, the higher the growth. And you see that Europe has different shades of green, but is also very, very light green in some spots, which is where you are on zero growth or even recession. We know that the competition from the Asian economies, especially, and also from some African countries and others, pose a great challenge to us. For example, since the 1990, the export in India has increased almost 13 times and investments 5 times, which is only half of the increase in China. You all know figures like this, and this, of course, challenging us. Whereas Europe is still struggling with faltering economic outlook and slow recovery. Over the past 10 years, the euro area has managed to grow at just 1% per year and is now, as you know, still in recession. We're looking at the 5th consecutive year in which European governments are struggling with too weak public finances and struggling to get some growth. I think you need to address them simultaneously. It's hard to secure strong finances in the long run if you can't maintain growth. And it's hard to secure growth if the economical foundations are based on weak public finances. So I will argue that this is challenging us, but there is hope for Europe and European growth. And as, for example, Eric Labbé from McKinsey argued yesterday, it is important for growth also to have order in the public finances, and there are good examples of that in several European countries. They're among some of the Nordic. I will now show you a bit of. On the next slide, please. I know you love pictures like this. It's not always public friendly, but this is an economist conference. Now, this shows you the developments on labor market and public debt since the 90s. In the late 80s, Sweden could have been described as a slow train wreck. After we suffered a great period of almost over 100 years of growth, really, after a late industrial revolution until 1970,
we were strong, we were growing, we were strong, we were stronger all the time. In the period 1970 to 2006, we had almost no private net growth in private sector jobs. In the late 80s already, we knew, and we know when we look back, that we have too heavily regulated markets, which hindered competition and innovation, too high taxes, too high thresholds, and non-transparent tax code that laid a burden on work and entrepreneurship, high inflation, double-digit inflation at times, repeated devaluations, and a dysfunctional wage-setting system hindered the development of the economy. And then the crisis of the 90s hit in the 90s. We experienced alarming deficits, alarming growth of public debt, and lost around 500,000 of jobs. This led to a need for actions, which was also, speaking of expectations, quite well anchored in the public. All Swedes, politicians, in Parliament, on both sides of the aisle in Parliament, and also outside, knew that something had to be done. And in the 90s, between 91 and 98, in two different governments, a series of consolidations measures were implemented. The revenue increases, corresponding to about 5% of GDP, and expenditures cuts of around 8% of GDP, so in both sides. We also focused on some institutional change that Sweden still benefits from today. For example, an independent central bank, joining the EU, a major tax reform to get a more transparent system, stricter regulation on competition, and deregulation of key markets, enabling them to grow. I could go on, but I would like to stress, to save some time, I should stress that this has laid the foundations for continuous growth. We've grown about twice the pace of the Eurozone. Over shifts in government. I'm very proud, of course, of what the government since 2006 is doing, since I support it. But many of these measures were also introduced in the former government. And today, you can't really serve as politician in the Swedish Parliament if you not adhere to these institutional principles and also to the importance of ordered public finances. And here you see the decrease in debt to GDP ratio. It's now roughly a third of GDP. And you see how Swedes, the narrower graph there, how we now increase the labor force itself. We got people back in the labor force who had been out from it, and we created more jobs. So in the last almost 10-year period, especially since the shift in government 2006, we have got 200,000 new jobs in news. Particularly the service sector has grown, which is very important for growth to continue. And when, for example, economists compared countries this winter, and OECD and IMF look at the Nordic countries, we have managed to both get growth going, not in any Asian terms, but at least positive growth, and we've done it with social cohesion intact and orderly public finances. You need all the three. We still have the lowest difference in income, if you look at, Gini coefficients, not the lowest Gini in the world, but if you compare Gini and the value of free and generous public welfare systems, schooling, healthcare available for all except regardless of income, we would have one of the world's, or the world's most even distribution of income and wealth, which is very important for public support for what politicians are doing. Now, the next slide, please. My staff warned me for using this because I would run out of time. I will just run by it. This is showing what happened with introducing a tight fiscal framework system in the mid-90s. Now, the big graphs in the left-hand side of this graph show you how the budget bill was added upon. When government presented it to Parliament, Parliament added, in different governments, Parliament added spending and thus also deficit and state debt before these institutional reforms in the 90s. After the mid-90s, this is almost flatlined with two extreme exceptions that I could tell you about during the cocktail dinner, but not now. But normalement, the expenditure cap sits tight and is respected by all parties. So
so policy changes must fit into this quite strict budget system, and this has been key to keeping public finances in order during this time. This is also why we are now well within the boundaries of the European semester. We have a system where we have a target for the public, for the budget that needs to be plus 1% over a business cycle. Not even balanced, but plus 1. Now the last slide, please. To sum up, this is really what countries in Europe should discuss over both lunch and now before this we discussed that all countries have their own pace in doing this. There are different public support, of course. The public must allow you to do reforms, and I'm looking forward to the speech of Valérie, and to discuss what France can and wants to do. In Sweden, facing general elections next year, we can discuss growth, how companies can grow, how jobs can grow even more, but it's not really feasible to be a serious politician and not having public finances in order. So I think that several European countries, hopefully also France, definitely several, have the possibility to run policies that can reorient your economies and countries for better growth. But in the long run, you need to combine growth and sound public finances. They are not in contrast to each other, but actually need each other. We live in a dynamic and globalized world, and governments have a big role to play in preparing for change, not to protect people from it. Thank you very much. Merci. Madame Pécresse, on a pratiquement un programme de gouvernement. Vous avez été vous-même aux affaires. Et par construction, le calendrier politique est extrêmement exigeant et conduit toujours, ou incite toujours à retarder les réformes nécessaires. Alors, comment lever cette malédiction qui fait qu'on a toujours une bonne raison de retarder les vraies réformes? Alors c'est très dur de passer après des Suédois parce qu'on a l'impression qu'ils ont tout juste et que nous, on a tout faux. Le vrai sujet, la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'en France, on a l'air de ne jamais pouvoir équilibrer nos budgets. Et ça fait depuis 30 ans qu'on ne les équilibre plus. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les équilibre pas? Et qu'est-ce que j'ai appris de mon expérience pendant l'année 2011-2012 où on a réduit le déficit budgétaire de près de 40 milliards, parce qu'on venait de très très haut, mais évidemment pas du tout suffisamment. Et le sujet est le retour à l'équilibre budgétaire. Alors pourquoi est-ce que finalement le retour à l'équilibre budgétaire est toujours vécu comme un sujet totalement secondaire par les gouvernements successifs français, qu'ils soient de droite ou de gauche? Mais en réalité, c'est parce que le budget, c'est d'abord un outil au service d'une politique économique et de croissance. Et comme ça n'est qu'un outil au service de cette politique économique, le sujet réel qu'on doit se poser, c'est quelle est la stratégie économique de croissance de la France? Et c'est ce sujet-là auquel il faut répondre. Et ce sujet, finalement, il est victime d'une collision des temps. Voilà, vous m'avez demandé temps politique et temps économique, une collision des temps. Il y a le temps économique, il y a le temps politique, et puis il y a le temps aussi de l'opinion, le temps des peuples, qui n'est pas le même. Et si je me permettais de paraphraser Brel, je dirais que finalement, cette question budgétaire, c'est un peu une valse à 7 temps. Et c'est cette valse à 7 temps que je vais essayer de vous décrire. Alors il y a d'abord le temps économique. Le temps économique, c'est d'abord, et en premier lieu pour un dirigeant politique, le temps économique, c'est d'abord l'urgence, la gestion de crise. Et dans le dernier quinquennat, on a fait pratiquement que ça de la gestion de crise. Entre la crise des subprimes, la crise des dettes souveraines, la crise de l'euro, on a été en permanence en gestion de l'urgence. Alors, quand on est dans la gestion de l'urgence, qu'est-ce qu'on fait? On prend des décisions immédiates. Et on est obligé de les prendre. C'est une question de crédibilité politique. Et donc, ça donne quoi? Ça donne le plan de redressement Fillon, concocté en 3 semaines, le 24 août, annoncé parce que les bourses sont en train de s'effondrer, parce que la crise des dettes arrive, parce que le spread, c'est-à-dire la différence entre les taux d'intérêt de la France et de l'Allemagne s'accroît brusquement, et qu'on se dit qu'on ne va plus pouvoir emprunter à des taux raisonnables, que ça va avoir des répercussions énormes sur l'économie. Donc on est en plein mois d'août,
on est deux, il y a François Baroin, il y a moi, et on nous dit il faut pondre un plan de redressement des finances publiques tout de suite, immédiatement. Et donc, voilà, c'est 17 milliards. Alors évidemment, quand vous êtes dans l'urgence comme ça, c'est très très difficile, en 3 semaines, de faire la pédagogie de réformes de compétitivité, de réformes structurelles, et d'arriver avec un plan qui soit autre chose qu'une hausse d'impôts. Et mutatis mutandis, j'ai le sentiment, sans faire de la politique politicienne, que c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi l'année dernière avec le bouclage du budget 2012-2013. C'est-à-dire que dans l'urgence, la façon de rééquilibrer les budgets, la seule, l'unique, c'est l'augmentation des impôts. Ça va vite, c'est facile, sauf qu'à un moment donné, on arrive à un plafond d'overdose fiscale qui fait que cet instrument fiscal que nous avons tellement utilisé par le passé ne répondra plus, et on est peut-être en train de rentrer dans cette période-là, c'est-à-dire cette période où le rendement de l'impôt finalement s'efface face au trop d'impôts. Donc il y a le problème de l'urgence, de la gestion de crise. Il faut sortir de ce temps de l'urgence et de la gestion de crise pour entrer dans le temps du redressement, du long terme. Ce temps du redressement, mais Anna l'a très très bien dit, c'est le temps des réformes structurelles. Alors, c'est le temps des réformes structurelles, mais c'est aussi le temps des investissements d'avenir. Parce que moi, je ne crois pas, et je pense que les économistes qui sont à cette table le diront peut-être aussi, je ne crois pas qu'il faut couper toutes les dépenses. Je pense qu'un gouvernement qui couperait toutes les dépenses, ça sécherait brutalement. Je pense que, et c'est une question politique aussi, qu'il faut garder un filet de protection sociale parce que c'est le modèle de solidarité de la France. Et je pense aussi qu'il faut qu'on investisse puissamment dans l'avenir et que les gouvernements qui couperaient les dépenses de manière, j'allais dire, absurde, comptable, se priveraient évidemment de ce ressort de croissance. Donc, réformes structurelles et investissements. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire des réformes structurelles et de l'investissement qui seuls pourrait nous augmenter notre croissance potentielle? Eh bien, c'est parce qu'on se heurte au temps du politique, qui n'a rien à voir avec le temps de l'économie. Les réformes structurelles, il faut 5 ans, il faut 10 ans. Les réformes, les investissements d'avenir, il faut 5 ans, il faut 10 ans pour en voir le terme. Or, quel est le temps du politique? Je ne vous apprends rien. Le politique, il est totalement dans le temps de l'élection. Dans le temps de l'élection. Ce temps de l'élection est un boulet. C'est un boulet. C'est un boulet pour la France où on adore faire de la politique et on n'aime pas trop faire de l'économie. C'est un boulet pourquoi? Parce que d'abord, il y a avant l'élection et il y a après l'élection. Avant l'élection, on va faire des promesses. On va faire des promesses et après l'élection, il va falloir les tenir. Et c'est ce qui a plombé le quinquennat de Nicolas Sarkozy et qui est en train de plomber le quinquennat de François Hollande. C'est ces promesses de campagne qu'on a faites pour être élu et qui finalement se retrouvent dans un contexte économique qui n'est pas le bon. C'est la loi travail, emploi, pouvoir d'achat, où Nicolas Sarkozy, arrivant au pouvoir, décide de baisser massivement les impôts pour les classes moyennes, mais de manière trop importante. Une relance par la baisse d'impôts qui est trop importante parce qu'elle va se heurter de front avec la crise des subprimes et le besoin de refinancement de l'économie, du système bancaire, des PME, parce que la crise des subprimes est là et qu'elle fait s'effondrer les marchés financiers. Donc on a un plan de relance qui arrive à contretemps en 2007. On a la même chose en 2012, un peu moins massive, mais on a François Hollande qui avait promis la retraite à 60 ans, des recrutements, la fin du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, qui avait promis toute une série de dépenses sociales. Donc on se retrouve pareil avec un gouvernement socialiste qui, pour tenir ses engagements de campagne, après l'élection, rouvre les vannes de la dépense et du coup se retrouve obligé d'augmenter les impôts encore plus que ce qu'il avait prévu de faire au démarrage. Alors ça, c'est juste après l'élection. Mais le problème, c'est l'élection d'après. La première élection nous plombe au démarrage et la deuxième élection va nous plomber pendant le courant du mandat. Pourquoi? Mais parce qu'il faut avoir tout fini avant l'élection suivante. Le politique qui décide d'une politique se dit toujours, est-ce que cette politique sera terminée pour ma réélection? Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il ne prend évidemment pas les bonnes décisions. Il préfère couper dans les budgets d'investissement, parce que ça ne se verra pas, d'ici la fois suivante. Je vais vous donner un contre-exemple assez courageux, c'est le plan campus, puisqu'on est ici dans une université. Quand j'étais ministre du budget, on a lancé un plan campus de 5 milliards d'euros. J'ai lancé ce plan campus pour reconstruire les campus universitaires. C'est un investissement évidemment de long terme, c'est un investissement crucial pour avoir la meilleure université en France et pour avoir à terme la plus belle recherche. Bon. Et on a lancé ce plan campus en 2008, on a mis 5 milliards dessus. Quand on est parti en 2012, il n'y avait encore rien de construit.
Ça, c'est le temps français, c'est le temps de l'administration française. Bon, eh bien, je peux vous dire que Vincent Peillon s'était moqué de moi en 2008, quand on a lancé l'opération Campus. Il m'avait dit, c'est très bien, lancer ces 5 milliards de plan Campus, c'est moi qui les inaugurerai. Bon, voilà. Attention, madame, au Pardon, temps. j'arrête. Je vais beaucoup plus vite, mais le sujet de ce temps de l'élection est un vrai problème. Alors, il y a deux autres temps dans le temps politique. Le temps de l'annonce et de la décision, qui est ultra valorisé. C'est ultra valorisé pour un ministre d'annoncer une grande réforme. Je vous annonce la réforme des retraites, je vous annonce la réforme de l'université. Et puis, il y a le temps de la réalisation. Et ce temps de la réalisation est beaucoup plus long. Il y a des réformes qui se font d'un trait de plume. La réforme des retraites, vous passez l'âge légal de 60 à 62 ans, ça prend un débat parlementaire, un peu de concertation avant, mais une fois que vous l'avez fait, ça rapporte tout de suite. La réforme de l'université, c'est 5 ans d'efforts pour changer les mentalités, etc. Et ce n'est pas du tout valorisé par le politique, puisque les ministres, vous savez, restent que 18 mois en place, et donc en 18 mois, ils n'ont jamais le temps de faire la réforme de l'hôpital, de faire la réforme de l'université, de faire la réforme de l'État. Pour ça, il faudrait des ministres nommés pendant 5 ans, avec une conclusion. Alors pour conclure, il y a une défiance absolue de l'opinion. Parce que l'opinion, elle passe du temps de l'espoir au temps de la désillusion. Et donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit plus faire des budgets annuels, on doit faire des budgets quinquennaux et des plans quinquennaux. Et on doit s'engager sur ce qu'on va faire pendant 5 ans. Et moi, j'ai quelques recettes que je tire de ma période budgétaire. Il faut arrêter de faire de la réduction de déficit uniquement fondée sur l'impôt, ça ne marche plus. Il faut arrêter les baisses de dépenses purement comptables, parce qu'elles aussi, elles trouvent leurs limites. Il faut se mettre des règles, comme celle qu'Anna a proposée, même si elles semblent simplistes, des règles, des verrous. On ne dépassera pas tel montant pour le déficit, on ne dépassera pas tel montant pour les croissances de dépenses d'assurance maladie, on ne remplacera pas un fonctionnaire sur 2. Ces règles, elles ont l'air idiotes, mais c'est des verrous qui nous empêchent de faire n'importe quoi. Il faut s'en mettre. Et enfin, il faut faire les réformes structurelles et les investissements de long terme qui sont essentiels. En France, je ne les citerai pas, mais on les connaît tous, les retraites, la formation professionnelle, l'école, les collectivités locales, le financement de la sécurité sociale, pour faire croître notre croissance potentielle sur 5 ans. Merci. Merci beaucoup, madame la ministre. Jared Bernstein, vous avez donc fait partie de l'équipe Obama-Biden. Vous allez nous dire si la problématique est vue de la même manière aux États-Unis et si c'est l'intitulé qui a été retenu pour cette conférence, équilibrer le budget, vous le reprendriez à votre compte. Okay, that is a good place for me to start. I apologize for speaking to you in English, but if I tried to talk to you in French, you would all leave. Thank you for inviting me to this beautiful spot, even if what we're talking about is maybe not as beautiful as where we are. To my ears, the discussion that we are having both in America and in the EU about budgets and budget balancing is very confusing and in many ways seems upside down. Somehow budget balancing has become an outcome variable when I think the smart economics views it more as an input. That is, too many policymakers say if we balance our budget, many good things will happen, so we have to balance our budget. Whereas I think what the evidence actually supports is that if we focus on growth and jobs and what I would call closing the output gaps in our economies, the budget will come into balance. But targeting the budget itself as an outcome variable, I think, is mistaken. So I have 8 minutes. Let me be simple, if not reductionist. Imagine that there are 3 factors in play. There are economic conditions, and that includes everything from jobs and incomes to fiscal policy, budgets to financial markets. That's factor 1. The second factor is the state of economic knowledge. What do economists know about how these pieces fit together? And the third factor is politics. Later I'll introduce factor 4, which is ideology, which is particularly challenging. Now, I saw these factors interact closely at a time in the American economy where the economic developments were nightmarish. In the fourth quarter of 2008, right before the current president took office, and when I was a member of his team,
the GDP contracted by 9% in the fourth quarter of that year. So that's the quarter before we took office. In the quarter where we took office in 2009, we lost 2.3 million jobs. Now, if you map that proportionally onto the French economy, that would be twice the job loss in 2009, which was already a very bad year here. So, you know, I have some experience in economic nightmares. It's an interesting case study for this question of political and economic pace, and I actually think, regarding Professor Trenoy's interesting question, that those two paces matched up quite neatly then. It's in the, broadly speaking, in 2008, in most advanced economies, both in the US and in the European Union, the pace of politics and economics were actually pretty well aligned. This may seem wrong to you now after years of fumbling and the turn to austerity and the fact that these output gaps, low GDP growth, recessions coming back, high unemployment rates, have been terribly persistent. But if you think back to 2008 and 9, there was a clear Keynesian response to the economic crisis, derived from our economic knowledge and experience of how to deal with a crisis, specifically through monetary and fiscal stimulus. And the politics actually went along in a way that was helpful and favorable, both here in the EU and in the United States. And by the way, this was less ideological than you think. It was not under Barack Obama that we had our first round of stimulus, or the TARP, the financial rescue, or the auto bailouts, or the interventions in housing finance. All of those began under George W. Bush. That's why in America, when someone says, what's a Keynesian, you often say it's a conservative in a recession. So, you know, we can talk during our discussion about what went wrong with all that. We can have a robust debate about whether those were all the right interventions. I happen to think they could be calibrated differently. But my first point is that public policy worked well, and it worked quickly. That's not to say that it finished the job, which I'll get back to in a moment. The economy tanked, but economists cooked up a coherent response. The political system legislated it quite quickly, both here and abroad. In fact, it was in less than 4 weeks that the US Congress, which these days can't even agree to turn on the lights, passed the largest stimulus in our history, less than 4 weeks after the president took office. Now, that was in 2009, and as far as I'm concerned, since then, economic policy has been going downhill. American economic policy pivoted from the jobs deficit to the budget deficit sometime after the conservative sweep in our 2010 midterm elections, and that was generally preceded by the European pivot to austerity. In 2010, it was still clear that factors 1 and 2, economic conditions and what we knew about those conditions, our policy knowledge, still pointed toward continued temporary deficit spending and stimulative monetary policy. But factor 3, the problematic factor of politics, as was just well described by Valerie, I thought, had changed. And here we have to add a fourth factor, which Professor Trenoy asked us to speak about as well, and that's the role of ideology. Now, let me be clear, I am not condemning ideology. We're all of us guided by some version of ideology. What I am condemning, and strongly, is ideology that poses as something else. When it becomes a wolf in sheep's clothing, that's when ideology becomes pernicious, evil. Both in the US and in the EU, in the European Union, there are those whose goal is to shrink the size and the role of government. In some cases, they're guided by libertarian views, and others, their motivation is simply to reduce the revenue streams needed to support larger government social insurance programs in order to cut taxes. My point here is not to argue with those who hold those views. I disagree, but that's a whole different panel. My point is that neither economic conditions nor economic knowledge supported deficit reduction and lower government spending either in the US or in the EU then or now. The bond markets were signaling this very clearly, as were the output gaps in GDP and jobs, gaps that remain to this day. A deficit reduction and a balanced budget became allegedly a virtuous goal, one that somehow showed that you were willing to make hard choices, to generate suffering, to present a better future somehow. But there's no evidence to support those claims. To the contrary,
In my country, in America, as we speak, we are actively kicking children out of a program we call Head Start, which is free preschool for less advantaged kids due to spending cuts. This helps neither the long-term deficit, which is not driven at all by costs like that, nor America's future. It's anti-government ideology hiding behind bogus economics, claiming that public debt was reducing growth, that forced a policy pivot that continues to bedevil both the US and the EU economies. Now, I want to be very clear. I am not suggesting one can ignore sovereign debt burdens nor thoughtlessly allow them to grow, even in good times. My view is that the correct fiscal stance is to be a CDSH, a cyclical dove and a structural hawk. When the cycle is depressed, you need a large budget deficit. When the cycle is strong, you need to be hawkish and have your budget deficit really come down. What we have a problem with these days are cyclical hawks. I'll wind down in a minute because I think we're probably running out of time. The toxic collision between bad policy and bad economics has led policymakers in too many advanced economies literally unable to learn from their mistakes. And I mean literally. On the plane over here, I was reading recent IMF work that essentially asked the question regarding austerity measures: if you thought what happened from fiscal, is what you thought would happen from fiscal consolidation systematically different from what actually happened, okay? These essentially statisticians were asking the question, did the fiscal consolidation impact your GDP the way you thought it would? So technically they're investigating the statistical relationship between forecast errors in GDP and forecast of fiscal consolidation across the EU. What they found after extremely rigorous analysis that austerity measures were consistently associated with larger GDP drops than they expected. Their estimate of the multiplier was off by a factor of 3. So coming back to the two questions I was asked to address, political and economic pace and the role of ideology, what can we learn from the story of these 4 factors? I think 2 things. First, in the initial stage of the economic crisis, the pace of economics and policy were impressively aligned. Jared, beware. The time to conclude is coming fast. Okay, I have one more sentence. Yes. Secondly, ideology ultimately became a huge burden in the quest for solution, to the point where policymakers in both the US and even more so in the EU were unwilling to learn from their mistakes. Merci. Francesco Diavazzi, on vient de parler de l'effet de l'austérité. Je crois que c'est un sujet qui vous préoccupe particulièrement. C'est l'horizon de tous les pays européens aujourd'hui. Est-ce que c'est un horizon tenable? Merci. Je me demandais si prendre des risques et parler en français, mais je suis risk averse, donc je parle en anglais. So I would like to explain to you something which I think is important in the austerity debate that rages around Europe. Yes, we are obsessed with austerity, differently from the US, because we don't have the luxury of the US. When Italy was perceived by financial markets to moving away from from debt stability, interest rates we're paying on the public debt went to 7.5%. This doesn't happen in the US. We don't have this. So many European countries are forced to address the budget issue because financial markets wouldn't allow them to survive. France is a special case. My friend Charles Viplos often writes in the press that is a special case today. It's not obvious. It will remain a special case in the sense that financial markets will not ask why are French interest rates almost the same as German interest rates when the fiscal situation is so far apart. So what is missing in the austerity debate? What is missing in the austerity debate everywhere is the idea that there is austerity as such.
There is no austerity as such. There is one type of austerity which is implemented by raising taxes, and there's a different type of austerity which is implemented by cutting spending. And the two are very different, and the data that one can put together over many OECD countries over a long period of time strongly suggests this. Of course, when you look at fiscal austerity implemented via tax or spending, you have to look at fiscal plans. So because countries don't do a once and for all change in tax or spending, they do fiscal plans. So you look at a fiscal plan that are typically implemented over a 3-year horizon. All plans include an element of taxes and an element of spending, but governments seem to have a clear idea. So when you look at them, you never have 50-50, 50 taxes, 50 spending. You typically have 70% of one and 30% of the other. So you can classify these fiscal plans in those that are mostly spending-based, mostly implemented by cutting spending, and those that are mostly implemented by raising taxes. What is the answer to this question? That the multiplier of the tax-based plan is large. The number is something like between 2 and 3, namely you raise taxes by 1% of GDP, and over a period of 3-4 years, GDP falls by 2-3%, so 2-3 times more. You do the same with spending, so you have a spending-based plan that cuts spending by 1%. So the plan is 1% of GDP and is mostly implemented by cutting spending. You do have a recession, so we don't have miracles, but the recession is much smaller and eventually goes away. The recession is typically 0.5% of GDP in year 1 and 2, and then it goes away. And then there are some miracle countries, Canada is one of them, where instead there is no recession in year 1 and 2, and then there is an output expansion later. So you have an expansionary cut in fiscal spending. And the reason why Canada is different, because the consistency with which these plans are implemented is different in Canada compared to other countries. So lesson number 1, stop talking about austerity, start talking about what difference it makes between balancing the budget by raising taxes or cutting spending. Why does this happen? Again, you look at the data, and the data are pretty clear. The macroeconomic variable that responds very differently to the two types of consolidation is private investment. So private investment in the case of spending-based consolidation tends to increase. Why? Probably because firms, the private sector sees that if there is a credible fiscal consolidation based on spending cuts, there will be lower taxes down the road, and so that's a good environment to invest. I must say, I had to have a point about the US, that in the US 3 months ago, there was this huge debate about the sequester, these automatic spending cuts that were about to destroy the US economy. They didn't destroy the US economy. They went in place on March 1st. And actually, one of the reasons why they didn't destroy the US economy as many people had anticipated is because there was a stock market boom. So firms seemed to react positively to the fact there was a sign of spending cuts. So this goes along. So this is what you get from the data. There are two important objections to this, call them empirical findings. One, it all goes well outside a crisis, but inside a crisis, when monetary policy can no longer help, this is no longer true. Yes, this objection is correct. In normal times, monetary policy tends to help spending-based consolidation. It is as if central banks love spending-based consolidation. They tend to reduce interest rates when this happens. They hate tax-based consolidation, so they raise interest rate. So when you are at the zero lower bound, you can no longer move interest rate. You lose this. And in fact, if you try to eliminate the interest rate channel, you see that there is a bit more of a recession in spending-based consolidation and otherwise, but still the two remain very different. And second objection, which is also true, that in a crisis when unemployment is high, multipliers are larger. Yes, they are,
but they are for both. So the difference between the two types of consolidation remains large. Let me say something about the IMF experiment that was just referred to above. So what the IMF did, they did all this, they looked at the austerity plans in Europe, and they said, we made a huge mistake. We underestimated how large a recession you induce if you if you introduce austerity. Of course, because the IMF had used the same multiplier for tax-based consolidation and spending-based consolidation, and of course, because they are very different, if you use a multiplier which is the average of the two, and then countries do a tax-based consolidation where the multiplier is much larger, not surprising, you make mistakes, but that's only because you made a mistake to start with. One final thing with a specific example about a real-world example. So Italy, in 2011, when interest rate went off the roof and we came close to a default, introduced a very large fiscal contraction under pressure, as Valérie Pécresse suggested before. So we had to do it in a matter of a few weeks, and when you have a few weeks, you do it with tax increases. So we did a huge fiscal turnaround. We did 3.3% of GDP of fiscal consolidation over 2 years, 2012, 2013. So it's a large thing. And out of this 3.3% of GDP, 3 was tax hikes and 0.3 was spending cuts. The spending cuts only came thanks to a pension reform. She just left that was implemented by Minister Fornero, who was in the room 5 minutes ago. But she got 0.3 and the rest got the tax increase of 3%. You use the multiplier, the economy did minus 2.4 last year, is doing minus 2 this year, and God knows what will happen next year. So more or less, the multiplier is what I suggested. And finally, let me make one final point about European fiscal rules. I think if we agree that there is this big difference between tax-based and spending-based consolidation, we should stop having fiscal rules in Europe that only aim at the budget without saying how you correct the budget. We should have specific rules on tax-based and spending-based adjustment, because otherwise governments do the easy thing, they raise taxes, and then not surprising the economy collapses. Sorry, I went above. Charles Wyplosz, le temps de l'économie et le temps des politiques, vous aussi vous avez votre opinion bien claire sur ce sujet. Nous vous écoutons. Merci. Je crois que cette table ronde n'est pas très amusante. Tout le monde dit la même chose. Enfin, tout le monde a l'air d'accord. Et je vais continuer malheureusement dans cette tradition d'unanimisme. Pour présenter ce que je veux dire, imaginez-vous en arrière, fin 2009. Fin 2009, c'est le moment où les marchés financiers ont commencé à s'inquiéter des dettes publiques en Europe. Un certain nombre de pays ont découvert qu'un certain nombre de pays n'avaient pas connu d'équilibre budgétaire depuis 30 ou 40 ans. 40 ans pour la France, pas 30, deux générations. Et donc, dans un contexte très détérioré après la crise des subprimes, les marchés se sont naturellement inquiétés. Au même moment, l'économie de la plupart des pays était en récession, la reprise commençait à se manifester fin 2009, mais elle était loin d'être assurée. Donc la question, c'était qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Et il y a une réponse économique et une réponse politique. Pour des raisons de temps, et je reviendrai dessus. La réponse politique, mais on a vu, il y avait un plan de stabilité et de croissance, et on a appliqué le plan. Donc il y a des déficits budgétaires, on coupe les déficits budgétaires. En clair, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à adopter des politiques d'austérité au mauvais moment, pour toutes les raisons qui ont été expliquées. Il y a des multiplicateurs qui fait quand on fait de l'austérité, on réduit la croissance, et quand on n'est pas en croissance, eh bien, on crée de la récession. Ça ne pouvait pas être une surprise. Donc après, on peut rentrer plus dans les détails, comme Francesco Giavazzi l'a proposé, mais en tout cas, la stratégie était mauvaise, était fausse, et le résultat, récession, chômage, déficit non sérieusement diminué et dette publique qui continue à augmenter. Donc ça, c'était la réponse politique. Est-ce qu'on pouvait faire autre chose? Est-ce qu'il y avait une autre solution?
Et pour les économistes, je crois qu'il n'y a pas de problème à imaginer une solution parce qu'on raisonne différemment dans le temps. Et je crois que ce qu'a expliqué Mme Pécresse, c'est la crise, la réaction, il faut résoudre le problème en 3 semaines, etc. Et le temps du politique, qui est le court terme. Et les économistes auront tendance à aussi avoir un raisonnement à long terme et raisonner de manière différente sur le court et sur le long terme. Et en fait, je vais reprendre exactement ce que Jared Bernstein a présenté CDSH. La solution était naturelle, pas d'austérité à court terme, voire de l'expansion des politiques budgétaires expansionnistes là où c'était possible, et en fait c'est ce que les États-Unis ont fait, on l'a entendu, mais en même temps, au même moment, s'adresser au long terme pour assurer les marchés et faire ce qu'il faut pour garantir la discipline budgétaire à long terme. Autrement dit, faire une chose maintenant, laisser filer le budget. On l'a vu aussi, ça a été le cas en Suède, au moment de leur crise, mais en même temps promettre de manière crédible le contraire du laxisme budgétaire qu'on pratique dans l'immédiat. Et donc c'est ça la grande difficulté, de manier le court terme, le temps du politique qui est la prochaine élection, et le temps de l'économiste qui comprend il y a un court et un long terme, ils sont différents. Alors est-ce que je suis naïf de dire ça? La réponse de ma voisine sera: les politiques ne peuvent pas faire ça structurellement pour toutes les raisons qui ont été expliquées. Et c'est vrai, et c'est absolument vrai. C'est pas une question de bonne volonté, c'est pas nécessairement une question d'incompréhension. C'est le temps du politique, c'est les prochaines élections, c'est le fait qu'il faut avoir des résultats ou faire semblant de faire ce qu'il faut pour avoir des résultats. Et c'est pour ça, et là ça va être ma conclusion centrale, il ne faut pas s'attaquer à ce genre de problème autrement qu'en pensant en termes d'institutions, et que les institutions viennent au secours des politiques, c'est-à-dire que les politiques sont coincés dans le jeu démocratique, et il faut venir à leur secours en leur interdisant de faire des bêtises qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de commettre. Alors, ça m'amène aux institutions et ça m'amène à l'union monétaire ou à l'Europe, et ce que je voudrais maintenant, c'est expliquer pourquoi nous avons de mauvaises institutions au niveau européen et pourquoi elles ont joué un rôle catastrophique durant cette crise qui n'est pas terminée. Nous avons quelque chose qui appelle le pacte de stabilité et de croissance, qui a échoué. Il a échoué de manière répétitive, il a été mis en vacances quand la France et l'Allemagne ont été pour la première fois coincés, il a été réformé parce qu'il ne marche pas, et il ne peut pas marcher pour 2 raisons, une raison politique encore et une raison économique. Sur le plan politique, le pacte de stabilité dit qu'on peut imposer à un pays de prendre des mesures budgétaires, or, jusqu'à nouvel ordre, la politique budgétaire est un acte souverain des parlements, et Dieu sait que les parlements se sont battus depuis des siècles pour avoir ce droit, et j'imagine très mal que les parlements des nations européennes qui constituent l'Europe, l'union monétaire, acceptent dans l'immédiat, en tout cas dans un avenir proche, ou disons de mon vivant, de céder cette prérogative qui est le tréfonds de notre démocratie. Donc, le pacte de stabilité, quand il clash avec la souveraineté nationale, il s'effondre, et c'est ce qui se passe. Mais il exerce une pression sur les politiques à adopter des politiques d'austérité parce que Bruxelles souffre dans le dos. Il est faux sur le plan économique parce qu'il montre une incompréhension totale de ce que c'est la discipline budgétaire et une incompréhension qui va dans le mauvais sens par rapport au raisonnement politique. Le pacte de stabilité, comme vous le savez, impose qu'année après année, on ne fasse pas plus des déficits de plus de 3%. Ça n'a rien à voir avec la discipline budgétaire. La discipline budgétaire, ça se mesure sur le long terme. On peut avoir des périodes pendant lesquelles il faut laisser filer le budget, à condition qu'on récupère le compas, qu'on redresse la trajectoire ultérieurement. C'est ce que tout le monde, je crois, a dit autour de la table. Donc la discipline budgétaire est un concept de long terme. Et ce qui est important, c'est d'avoir des institutions qui offrent cette discipline de long terme sans contraindre le court terme. Or, le pacte de stabilité fait absolument l'inverse. Il n'a rien à dire sur le long terme, mais il en tient entièrement consacré sur l'année prochaine, il faudra nous faire 3%, sinon on sera très fâché, sans avoir beaucoup de moyens de l'imposer pour les raisons de souveraineté que j'ai dit. Et donc, on se trouve exactement dans la situation qui est mauvaise pour les politiques, c'est-à-dire qu'on est en crise, on est en récession, la dette s'est creusée, et Bruxelles nous dit qu'il faut respecter le pacte de stabilité,
et on fait ce qu'on a fait des politiques d'austérité. Donc ce qui est important, c'est de repenser nos institutions européennes et d'abandonner cette approche au jour le jour ou à l'année après l'année qui n'est pas le temps du raisonnement économique et qui est malheureusement qui va dans le sens des pressions que ressentent les politiques, et au contraire, il faut donner aux politiques des règles, et là c'est ce que Mme Pécresse a dit, et je suis absolument d'accord, les mettre dans des règles qui font que sur le long terme, ils respecteront. Alors, il y a le pacte budgétaire qui va un peu dans ce sens, mais un peu par inadvertance, donc la logique commence à arriver, mais elle n'a pas été poussée au fond. Et ce qui est important, c'est de repenser maintenant nos institutions européennes pour créer les conditions de la discipline à long terme en laissant toute la flexibilité qu'il faut à court terme. Je crois que l'exemple suédois qu'on a vu, qui a été présenté par Anna, est spectaculaire et est une source d'inspiration. La Suède a fait sa réforme, elle a mis en place des structures qui garantissent la discipline à long terme, mais pas à court terme. Et le plus remarquable, si je peux rajouter une description de la Suède s'est dotée d'un comité budgétaire qui est destiné à conseiller le ministre des Finances et de manière très publique, et donc c'est un peu la mauvaise conscience du ministre des Finances. On lui dit c'est bien, c'est pas bien. Il est peuplé de gens de très haute compétence, qui sont reconnus internationalement et qui font leur travail. Et il y a 2 ans, au moment de la crise, le gouvernement a voulu réduire le déficit budgétaire. Il faudra conclure, professeur Duclos. Je termine ma conclusion. Et le comité de la politique budgétaire lui a dit c'est très mal, il y a une récession, ne faites surtout pas d'austérité, faites de la relance. Et le gouvernement a fait une petite relance, mais il a quand même subi la pression. Donc ce sont ça les institutions dont on a besoin. Et on en a besoin au niveau européen en premier lieu et au niveau national ensuite. Merci, professeur Duclos. Jean Benardeau, il y a un autre temps dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé pour l'instant dans cette affaire, c'est le temps des marchés financiers. Et c'est une dimension qu'en tant que banquier, vous souhaiteriez nous rappeler car elle a une importance très grande. Merci Philippe. Effectivement, l'un des rôles des banquiers, c'est d'être proche des marchés. Et les marchés sont censés nous donner des anticipations rationnelles sur tout ce qui va se passer. Or, tout ce qui est débat sur la question budgétaire, on constate que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on voit au contraire ces derniers temps sur les marchés? C'est que les marchés financiers ne retiennent du débat économique sur les déficits publics que les considérations de court terme reliant dépenses publiques, consommation et croissance. Et en fait, ils s'accrochent à l'équation court-termiste et réductrice qui est déficit égale croissance, et réduction du déficit égale moindre croissance, égale anticipation d'une politique monétaire accommodante, égale hausse des actifs financiers et baisse de la sensibilité au risque. Or, cette corrélation, qui est vraiment assénée par l'ensemble des analystes, laisse de côté complètement la problématique de la dette publique, qui au fond ne réapparaît sur le devant de la scène que lorsqu'il y a un risque de défaut. Alors on l'a vu réapparaître au moment de l'Irlande, de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, toujours dans le cadre d'une crise mondiale, puisque ça soulève toujours une question de risque systémique. Mais dès que la réponse des autorités apparaît comme suffisamment crédible pour écarter le risque systémique et le risque de défaut, ou cantonner le risque de défaut à court terme, les marchés et les gouvernements se focalisent à nouveau sur la relation déficit-croissance. C'est encore plus vrai d'ailleurs pour les États pour lesquels le risque de défaut est considéré comme quasi nul du fait de la posture des banques centrales. Au Royaume-Uni, au Japon ou aux États-Unis, où les banques centrales ont laissé attendre qu'en tout état de cause, elles rachetaient indéfiniment de la dette publique, le risque de contrepartie est considéré comme nul par les marchés, et donc le débat est entièrement centré sur déficit budgétaire égale croissance. On l'a vu aux États-Unis encore récemment, au moment de la mise en place des coupes budgétaires automatiques qui étaient prévues, où tout le monde s'est énormément inquiété. Ça paraît aujourd'hui d'ailleurs comme inquiétude totalement dérisoire, vu ce qu'on se passe dans l'économie américaine. On n'est donc pas loin d'une idéologie du déficit, puisque c'était le terme que vous employez, et ça crée un contexte pour lequel il est très difficile pour les gouvernements de se concentrer sérieusement sur la problématique de l'équilibre des finances publiques, parce que la société ne les y pousse pas, affectée par la crise, les marchés ne les y poussent pas, et l'Europe a quand même bien involontairement accrédité l'idée que 3% de déficit public, c'était au fond pas loin de l'optimum de la recherche de la croissance économique. Alors en fait, les choses sont à mon avis différentes dès qu'on se place dans une perspective de long terme, dans laquelle il ne faut pas seulement considérer le budget de l'État, il ne faut pas seulement considérer l'équilibre des finances publiques ou le déséquilibre des finances publiques, mais il faut regarder une économie nationale prise dans sa globalité et analyser les interactions entre cette économie nationale et son secteur public.
Et là, il y a deux éléments qu'il faut rappeler. Un secteur public, c'est quoi? C'est en démocratie ce qu'une nation décide de confier comme capacité de production ou comme part de sa production de richesse à un gouvernement ou à ses collectivités pour les gérer dans l'intérêt de tous. Et par construction, sauf dans un pays 100% public, tout secteur public, même s'il produit de la richesse, fonctionne à partir d'un prélèvement sur le secteur privé. Alors, tant que les finances publiques sont équilibrées, le niveau de ces prélèvements ne pose que trois questions. Celui de l'efficacité de la dépense publique d'investissement, l'impact du niveau de prélèvement sur la compétitivité externe du secteur privé et le choix politique du niveau de redistribution à l'intérieur d'une société. Et on peut penser que les réponses à ces questions sont apportées de manière démocratique et donc respectable. Mais quand on est en déficit, l'analyse est différente puisqu'il y a une question économique qui est quel est l'objet du déficit. Quand l'objet est un investissement rentable au sens socio-économique collectif, qu'est-ce que c'est qu'un investissement rentable au sens socio-économique collectif? C'est en fait simplement un investissement qui augmente la base fiscale suffisamment dans la durée pour que les rentrées fiscales à taux constant puissent permettre de rembourser la dette qu'il a créée pour le financer. Et là, il n'y a a priori pas de problème. L'expérience, c'est qu'on a toujours, partout, surestimé l'espoir de retour des investissements publics. Et ça, depuis toujours. Si le déficit, lui, est affecté à des dépenses de consommation que l'on finance par de la dette, la problématique est différente, elle est extrêmement simple. On finance de la consommation par de la dette, et si une partie de cette dette est extérieure, on finance de la consommation par la réduction du capital et par l'appauvrissement du pays. Même si l'activité est créée par cette consommation, une partie de cette activité fuit à l'extérieur, et au total, le pays, de manière nette, s'appauvrit. Donc on a créé du PIB, ça il n'y a pas de doute, par dépense du capital. Ce PIB n'est évidemment pas récurrent, ou très marginalement récurrent, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même certains effets d'entraînement qui sont positifs. Mais il fausse l'ensemble des mesures. Quel est l'intérêt général d'une nation, d'une économie nationale? On ne la mesure pas le PIB parce que c'est la production de richesse annuelle. En fait, il faudrait aussi la mesurer par l'accumulation de richesse. Puisqu'au fond, si on produit moins certaines années, mais si au total on est un pays extrêmement riche par tête, c'est moins grave que de produire beaucoup d'une année, mais d'être au total un pays pauvre. Et en fait, l'équation du déficit budgétaire servant à financer la consommation, si on fait le bouclage sur les comptes de patrimoine, qui est malheureusement rarement fait par les économistes, on trouve déficit égale consommation, égale croissance, c'est vrai, égale PIB, égale appauvrissement du pays. Et en plus, on fausse le ratio dette sur PIB, puisqu'on a mis en dessous un PIB qui est non récurrent, et ce qui sous-estime l'effort d'ajustement qui finira par arriver. Donc c'est très difficile de chiffrer le rythme de l'appauvrissement, il dépend beaucoup du niveau des taux d'intérêt, mais il est à mon avis certain. Alors, ce qui est difficile dans ces situations-là, c'est de trouver la porte de sortie, comme ça a été dit souvent autour de la table. Si la situation est prolongée, ça conduit à la ruine. On en a, depuis 2000 ans, des dizaines d'exemples dans les économies nationales. Tout ce qu'on peut espérer en cas de ruine, c'est de partager la ruine avec les créanciers extérieurs, comme a réussi à le faire la Grèce. C'est difficile d'en sortir parce que la seule réponse à une surconsommation par rapport à un niveau de production ou de revenus, c'est de baisser la consommation, et donc de créer de la récession. Et qu'en fait, contrairement à ce qu'on dit souvent, le meilleur espoir du rétablissement d'un budget, ce n'est pas de créer de la croissance, mais c'est créer de la récession. Le rêve des gouvernements, c'est d'absorber cette récession nécessaire dans la croissance structurelle d'une économie. Et ce n'est pas absurde, parce que étaler dans le temps des effets récessifs, c'est socialement bien plus intelligent, normalement, que de les avoir de manière trop brutale. Ça évite les gâchis, ça diminue les facteurs sociaux et les injustices de l'ajustement. Mais en fait, l'expérience a montré là aussi qu'on s'est toujours trompé sur la croissance structurelle. Et qu'en fait, elle est toujours inférieure à ce qu'on pense. Et donc, tous les budgets qui cherchent à absorber la récession de correction et d'ajustement par la croissance structurelle se sont trompés et continuent à être en déficit sur le long terme. C'est ce qu'on constate depuis 40 ans, vous l'avez dit, en France en particulier. Pour illustrer ça, prenons un exemple simple et repartons du premier choc pétrolier. Il n'y a pas plus simple à analyser qu'un choc pétrolier. Vous avez des gens qui prennent sur votre richesse parce qu'ils ont un rapport de force qui font que vous êtes plus pauvre et eux, ils sont plus riches parce qu'ils ont du pétrole. Vouloir maintenir son niveau de consommation alors qu'on est objectivement plus pauvre par de la dette extérieure, on voit bien que ce n'est pas très compliqué de voir qu'on a pris sur le capital et qu'on s'est appauvri.
Donc le rétablissement de l'équilibre impose toujours une baisse de la consommation. Elle est différée parce qu'au fond, personne ne l'aime. Derrière ça, il y a des mots très compliqués. Jean, le temps de débat arrive. J'arrive à ma conclusion alors. Je saute sur l'austérité, la rigueur, l'ajustement structurel du FMI et l'effort juste, qui est un terme un peu plus élégant pour dire la même chose. Mais je pense qu'après 40 ans, on peut quand même penser qu'on regrette de ne pas avoir ajusté le premier choc pétrolier en France de manière plus rapide. 3 remarques pour la conclusion. Mon avis, plus jamais ça. Il faut retrouver l'équilibre et s'y tenir dans la durée. Ça répond à la première question du professeur Tranois. Deuxième, comment faire? Quand on part d'une situation solide, le faire tout de suite, brutalement et sans état d'âme. Ce sera moins douloureux dans la durée. Contrairement à ce qu'on dit, moins on a de dettes au départ, moins il faut en créer. Si on est dans une situation fragile, là on est forcé d'attendre un peu, parce que ce serait socialement trop difficile de le faire rapidement. Il faut effectivement étaler dans le temps, à condition de bien dire que le jour où on y sera, on s'y tiendra. Et dernière phrase, l'histoire est remplie de périodes très heureuses, de périodes très longues, de croissance et d'emploi sans aucun déficit budgétaire. Merci Jean Benardeau. Comme vous le savez, le Cercle des économistes a lancé cette année un concours national adressé aux étudiants, Inventé 2020, la parole aux étudiants. Et à l'issue de ce concours, 100 étudiants de différentes formations ont été sélectionnés pour participer aux rencontres. Et 25 d'entre eux ont la primauté de poser la première question lors de chacune des sessions. Eh bien, dans notre cas, il s'agit de M. Jérôme Olympi. Et je lui passe maintenant la parole. Bonjour, merci pour vos interventions. Donc j'avais préparé une question qui me semblait très pertinente, mais vos réactions ont totalement ruiné cette question. Donc je vais essayer d'improviser. Vous avez donné des raisons d'être pessimiste, j'ai l'impression, aujourd'hui. Et vous nous avez donné des solutions, mais une fois que le budget serait équilibré. Et donc je me demande s'il existe des solutions aujourd'hui pour sortir de cette crise dans les années à venir. Parce qu'on se sent un peu pris au piège entre les institutions européennes donc, qui nous posent des obligations de résultats qui nous semblent infondées maintenant et les hommes politiques qui sont poussés à faire de l'austérité. Donc est-ce qu'il existe une solution? Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas travailler sur la redistribution des revenus? Et voilà, en gros, est-ce qu'on peut s'en sortir? Bon, qui souhaite répondre? Peut-être Madame Kinberg-Batra? Merci. I'll go back to English. Pardon my French. I think I would like to use your question to highlight the importance of making the right choices when you have a limited room for maneuver in your budget. I mean, let me be clear, Sweden has also been in a deficit. We had a 5% deficit after the Lehman crash. I would definitely adhere to the CDSH principle. You need to invest also in times of recession, which is what we have been able to do since we could choose investments over interest payments. That is how they belong together. Now, if you do have a room for maneuver of, say, 1% of GDP, which is what we have used for reforms the last few years, you, of course, need to choose measures that enable your economy to grow the most. We basically used all the very limited room for investment in education, R&D, and helping unemployed back to work. If we would have used it for something else, say giving it away to interest groups, we would not have been able to get our economy growing. So there's an important policy choice to make with the room you have for investment. If you don't have balanced budgets, you wouldn't have the room at all. That's really what I would like to stress. We could have the most expansive fiscal policy in the OECD after the Lehman crisis, since we had automatic stabilizers that we could afford. And then we used the room for, discretionary measures to invest for growth. And that's education, and that's easing tax burdens on companies, small companies, really. Merci Valérie Pécresse. Pardon. Valérie, puis Charles Wyplosz. Moi, je crois que le mot d'espoir, il vient d'une forme de prise de conscience
des Français, enfin sur le cas français, une prise de conscience des Français. La dernière fois, il y a eu un sondage il n'y a pas longtemps qui a demandé aux Français est-ce que vous pensez qu'il faut faire plus de réformes? Ils sont 74% à avoir répondu oui. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience qu'il faut qu'on bouge et qu'on ne peut pas rester comme on est. Et notamment, c'est lié évidemment à la création d'emplois en France et au fait que nos entreprises délocalisent, s'en vont et qu'il y a un problème de compétitivité du pays. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je vois monter une écoute beaucoup plus attentive sur un certain nombre de rapports qui jusqu'à présent étaient toujours enterrés. Je prends un exemple, la Cour des comptes la semaine dernière a dit 60 000 créations de postes dans l'éducation nationale, c'est absurde, c'est pas ça qu'il faut faire, ce qu'il faut faire c'est redéployer l'argent au profit des élèves en difficulté et de l'apprentissage des fondamentaux à l'école, il faut mieux rémunérer les profs, il faut donner l'autonomie aux établissements, il faut leur donner des objectifs de résultats, il faut qu'ils puissent s'organiser exactement comme ils veulent, enfin une révolution. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre de rapport avant était très confidentiel, c'était rarement la Cour des comptes qui les portait, et ils n'avaient pas la même écoute. Or, on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire pour l'école, on sait ce qu'il faut faire pour la formation professionnelle, on sait ce qu'il faut faire pour les retraites. Alors, moi, mon espoir, c'est en réalité qu'aujourd'hui, il y a toute une série de domaines, on sait ce qu'il faut faire pour la décentralisation, on sait qu'il nous faudrait moins de niveaux de collectivité locale. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore franchi le pas politique de le faire. Mais il y a de plus en plus de personnes dans la société civile, on trouve des alliés. Voilà, on trouve des alliés. Parce que Charles Wiplös a dit quelque chose d'horrible. Il a dit il faut protéger les politiques du jeu démocratique. Globalement, les politiques n'y arriveront jamais, ils n'ont pas le courage de le faire, ils n'ont pas le courage de le dire, etc. Donc il faut vraiment que nous, les économistes, nous les technocrates, nous les Bruxellois, nous je sais pas quoi, on leur mette des règles et puis qu'on les oblige à s'y tenir. Bon, moi je suis pour la règle d'or de réduction des déficits. Je suis pour même une règle d'or en matière sociale, c'est-à-dire qu'on dise vous n'avez pas le droit de dépenser plus en matière sociale que vous ne créez de richesse une année. Parce que si la croissance n'est pas là, indexer les dépenses sociales sur l'inflation, ça veut dire que vous allez faire 2% de croissance des dépenses sociales, alors que vous aurez 0% de croissance des richesses, donc vous vous endettez, ou alors vous augmentez les impôts. Donc je pense qu'il y a des règles, effectivement, qu'il faut qu'on se fixe, mais c'est aux politiques de les fixer. Et si ce n'est pas les politiques qui les fixent, souvenez-vous de l'exemple italien, on a dit Mario Monti, c'est génial. Mario Monti a fait des choses extrêmement courageuses, mais après, vous avez l'élection d'après, et c'est Beppe Grillo qui gagne l'élection. Donc il faut que les politiques assument le discours de la réforme. Il faut qu'ils le fassent avec des alliés. Avec des alliés. On n'a pas assez d'alliés. On n'a pas assez d'alliés. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que je suis venu ici. Merci. Charles Wiplös. Vous avez une belle pierre dans votre jardin, voulez-vous la relancer? Je voulais très vite, car nous avons des questions dans la salle. Pour sortir de la crise, la question était posée, c'est comment on va sortir de la crise, comment on va pouvoir le faire. Donc il y a ce que tout le monde dit, on attend les exportations, et ça c'est l'Arlésienne, on n'est pas très loin, mais elle n'arrive pas, et on ne sait pas très bien d'où elle arrivera, avec la Chine qui est en récession, l'Amérique latine qui va plus très bien, donc c'est ça. Et alors sinon il va falloir qu'on gère nos problèmes, et on a deux problèmes. Un, c'est faire ce qu'il faut pour repartir, et deux, c'est gérer l'héritage qui nous a coincés, et ces dettes énormes. Et donc, il faut s'attaquer aux deux problèmes. Un certain nombre de pays ont des dettes qui ne sont pas soutenables. Il va bien falloir trouver un moyen de les restructurer, de les faire disparaître. Il y en a plusieurs moyens. Il y a beaucoup d'expérience là-dessus. Et pour repartir, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on ait de la politique budgétaire expansionniste, et d'où le besoin de résoudre le problème de dette pour pouvoir repartir, mais ça va prendre du temps. Et il faut qu'on ait une politique monétaire qui soit expansionniste, autrement dit, une politique monétaire qui fait que l'euro ne soit pas toujours en train de s'apprécier par rapport à tous les petits malins qui trouvent un moyen de déprécier leur monnaie d'une manière ou d'une autre. Merci. J'ai une question de monsieur. Oui, bonjour. Ah non, devant vous, excusez-moi. Nous avons une question, et je vous passerai juste ensuite. Sorry. My name is Koichi Hamada. It's so nice to see my old friend Charles and Francesco here. And I like this session because economic terms are discussed, economic materials are discussed in the framework of economics, not necessarily in literature or philosophy. But my one comment about Madame Butler's explanation of Sweden monetary policy, that I recently met Vice Governor Lars Svensson, and I could understand more clearly how his resignation and so forth took place. And
my major question is to Professor to Francesco. There are, in my country, the Ministry of Finance doesn't like reducing expenditures, but they like increasing their power of control. So I would like to suggest, after coming home, to the Treasury Department to send several students to Bocconi from Minister of Finance. If they come to Bocconi, they will be instructed on how Mario Monti was unable to cut spending by a single euro. Jeune homme. Bonsoir, Romain Franquel, étudiant en assurance. Ma question sera assez simple. Vu qu'apparemment on est en train de passer de l'autre côté de la courbe de l'affaire, est-ce que vous pensez qu'une réforme de type flat tax, comme elle a été mise en place en Nouvelle-Zélande, en Estonie ou en Pologne, peut être une bonne solution pour donner un signal fort sur une politique fiscale beaucoup plus claire et beaucoup plus lisible? Qui souhaite répondre? J'arrête peut-être. I'll take a stab at that. I'll let you get your earphones on. Typically, tax reform, whether it's simplification through a flat tax or, as in the American discussion right now, broaden the base and lower the rates, which is kind of similar to moving towards a flatter system, is not the solution to anything we're talking about. I would discourage you or anyone from thinking that somehow tweaking the tax code is going to sort of bail you out of some of these existential problems that we've been discussing, because the debate tends to focus on essentially micro efficiencies or inefficiencies within the code. So you simplify your tax code and perhaps you squeeze out some distortionary behavior here and there. But you're not necessarily raising the revenues you need to have a more sustainable budget or cutting spending in the way that earlier speakers suggested. So it may be a good idea to do so, but for those of you who are familiar with the economics terminology, so this is pretty obscure, but this is the way economists talk about it, it takes a lot of Harbinger triangles to close an Okun's gap, which is the way economists say, essentially squeezing out micro inefficiencies, which you might do through a more efficient tax code, doesn't really achieve the macro goals that we're discussing here. One quick other sentence and then I'll stop, because this relates to the first question. And I think the two answers are related. The first question was, I thought, well articulated, because the gentleman, the student said, suppose we solve the budget deficit, won't we still have a lot of other problems? And I think that's exactly right. Solving the budget deficit is not the problem, because the budget deficit itself isn't the problem. That was the point of my discussion. Targeting growth, that's the problem. So I would target unemployment and growth far more than I would target the budget deficit. And if you were effectively doing that, your budget deficit would fall into line, as historically has been the case. Madame Kinberg-Matra. Let me first say since we have an independent central bank in Sweden, I shouldn't comment on that. So especially not on the person, on one of the vice presidents. We could discuss it afterwards. But on the flat tax issue, I'd say that in principle, what we've done in Sweden, we lower the average tax ratio, tax revenues through GDP from 48% to 44%. We've focused on lowering it, especially on working capital. It all comes back to growth creation, doesn't it? Growth and jobs creation and getting people into the labor market. So, for example, we lower the corporate tax rate for those of you considering investing in Sweden. It's now 22% under the OECD and EU average. We lowered it substantially on the
the taxes you pay when you employ someone in order to make it cheaper and easier to take on staff. So we targeted the tax cuts to what creates the most jobs and growth, which leaves the tax on labor a bit higher than that on working capital, not too high, and which also leaves much higher taxes on, say, consumption of tobacco and alcohol. So there are prohibitive levels as well, saved for the vices in society. Focus on growth. Une question ici, monsieur. Bonsoir, Bonsoir Thibaut Dussard du concours Inventé 2020. D'abord, merci à tous pour vos interventions d'une grande qualité. Et ma question s'adresse plutôt à Madame Valérie Pécresse pour son ancienne expérience de ministre du budget. Alors, vous avez tous parlé de rééquilibrer le budget de l'État. Seulement, ma question porte sur comment faire accepter des mesures d'austérité, par exemple, en ce moment, avec la crise financière, et tout d'abord la faire accepter aux Français, mais également la faire accepter à l'administration de Bercy, car vous avez très bien dit que vous vous heurtez au choc des temps, mais également, on sait la puissance de l'administration de Bercy, et comment faire accepter aux Français et à l'administration de l'État les réformes à prendre. Merci. C'est le plus difficile. Moi, personnellement, je pense que c'est le rôle un peu de tous les hommes politiques qui aujourd'hui ont envie de faire ces réformes et ont envie d'avoir à terme une France compétitive qui crée de l'emploi et qui soit saine financièrement. Je pense que notre rôle est de faire la pédagogie des réformes. Les réformes, il ne faut pas donner le pouvoir à Bercy. Ce n'est pas Bercy qui arrivera à rééquilibrer le budget. Celui qui arrivera à rééquilibrer le budget, c'est chaque ministre qui fera la réforme dans son secteur. Si on a une formation professionnelle qui ne dépense pas 32 milliards en gaspillant une bonne partie, mais qui dépense cet argent pour vraiment former, qualifier les Français, en étant évalués, en étant adaptés au marché de l'emploi français, et si on peut au passage faire que ça coûte moins cher, bon, bah, on y fera des économies, on rééquilibrera le budget. Donc chaque ministre a cette responsabilité. Si dans l'école, on arrive à faire mieux avec moins d'argent parce qu'on dépense plus que les autres pays et on fait moins bien, eh bien, on formera mieux nos enfants, donc on aura un résultat en termes qualitatifs, mais en même temps, on fera des économies. Le problème, c'est que ça, c'est idéologique, c'est la part de l'idéologie dans le discours français. Une réforme, c'est forcément du moins-disant social. Pour un Français, faire de la réforme, c'est toujours, à la fin, avoir quelque chose de moins bien. Or, en réalité, c'est faux. On le voit bien. Si on fait une réforme, on peut avoir à la fin quelque chose de mieux et qui coûte moins cher. Mais ça, c'est vraiment, il faut en persuader les Français. Et pour en persuader les Français, il faut avoir des exemples de ce qui a fonctionné. Et alors ça, c'est assez difficile parce que, à cause du yo-yo politique, dès qu'on fait quelque chose, le gouvernement d'après arrive et détricote. Donc on a du mal à poursuivre dans la durée une réforme. Bon, j'aurais envie de citer l'université, mais l'université, le problème, c'est qu'on avait fait que la première étape de la réforme. Il fallait aller encore plus loin dans l'autonomie pour voir les fruits vraiment arriver. Alors peut-être parler de... Oui, il faudrait que je trouve une réforme qui a bien marché. Les douanes, on a réformé les douanes, on a réformé le ministère de la Défense, on a fermé des casernes, et on a réorganisé, moyennant quoi maintenant on est la première puissance de défense mondiale, et on peut se projeter au Mali, et on peut se projeter tout seul, voilà. Non mais, excusez-moi, j'ai dit mondiale, une des grandes puissances mondiales, et on a une défense crédible, alors qu'avant, quand on avait en Irak, on avait vu, pas en Irak, en Afghanistan, on avait vu qu'on était obligé de demander aux États-Unis de nous aider sur un certain nombre de sujets. Donc sur l'histoire du Mali, elle est emblématique d'une défense qui relève la tête, qu'on a réarmée, qu'on a modernisée grâce à une réforme du périmètre de la défense. Donc nos militaires sont heureux et fiers, et nous, en même temps, on a réduit les dépenses. Pareil pour les douanes, on a supprimé les postes de douane, on a redonné aux douaniers, on les a remis sur les routes, on les a mis dans les postes de logistique à des colis Internet où arrive toute la contrebande aujourd'hui, et maintenant, on a 30% par an de prises supplémentaires de contrefaçon et de produits stupéfiants. Madame la ministre, on va prendre une dernière question, parce que le temps passe là-bas, excusez-moi, et puis une question très courte, une réponse très courte, et la conclusion d'Alain Tranois. Alors, bonjour, Adrien Régnier, étudiant en Sciences Po Ex et à Paris 1 à Sorbonne en économie.
Ma question s'adresse à Madame Madame Pécresse. Et comme elle est assez personnelle, oui, peut-être. Et comme elle est assez personnelle, j'espère que vous allez y répondre avec autant de franchise et de lucidité dont vous avez fait super preuve pour le constat sur les temps politiques et tout ça. Comment vous arrivez à parvenir à garder la foi dans votre rôle, dans votre action, alors que vous savez qu'en tant que décideur politique, vous ne prenez pas les choix qui vous semblent les meilleurs du fait de l'agenda politique et de l'opinion? D'abord parce qu'une année politique, c'est énormément de décisions. Donc quelquefois j'en prends des mauvaises, mais quelquefois on en prend des bonnes. Bon, donc quelquefois on ne sert à rien, quelquefois on est utile. Donc il y a quand même une vraie utilité du politique, et c'est ça qui me donne la foi. C'est de penser que peut-être à un moment donné on sert à quelque chose. Alors c'est vrai qu'on aimerait être encore plus utile qu'on est, et c'est vrai qu'on se heurte à plein de contraintes, mais je pense que c'est ça la question. C'est est-ce que faire de la politique c'est utile ou pas? Et je pense encore aujourd'hui que c'est utile. Merci beaucoup. Alain Tranois, je crois que l'heure de la conclusion est venue. Oui, alors j'ai trouvé le débat passionnant et j'ai vu beaucoup de points de convergence et des éléments de solution, ce qui nous permet de terminer sur une note quand même plus optimiste. D'abord, des points de convergence sur le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont myopes. Les politiques sont myopes. J'ai compris que les électeurs devaient être myopes également, parce que pour accepter des promesses inconsidérées qui seraient faites en première année de mandat, c'est sans doute qu'ils sont myopes. Jean Bernardo nous a dit que les marchés financiers étaient myopes. Et Charles Wyplosz nous a dit que les institutions qui avaient été mises en place en termes de consolidation budgétaire menaient à des décisions myopes. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont myopes, il faut absolument d'urgence disons, demander à toutes ces personnes qu'elles fassent une correction d'urgence de leurs lunettes. Mais justement, des solutions ont été proposées. D'une part, sur les politiques, je trouve qu'il y a une convergence entre le propos d'Anna Kinberg-Batra et de ce qu'a proposé Valérie Pécresse, c'est-à-dire de regarder sur une période de 5 ans quel est le déficit budgétaire moyen en tenant compte de la conjoncture macroéconomique. Donc non plus de raisonner annuellement, mais de raisonner sur une période d'un terme politique. Et ça, c'est quand même effectivement déjà un élément qui permet de corriger la myopie. Sur les institutions européennes, donc là j'ai trouvé un élément chez Charles Wyplosz qui propose je dirais de protéger les politiques contre eux-mêmes. Et donc j'ai senti que Valérie Pécresse ne voulait pas trop être enchaînée au mât, mais même si Charles Wyplosz a proposé que les cordes ne soient pas trop serrées la première année, mais qu'ensuite les cordes, disons, soient de moins en moins lâches au fur et à mesure que le cycle économique se déroule. Je pense quand même que là, il y a une véritable difficulté dans, je dirais, la rédaction du contrat entre l'Union européenne, enfin disons la zone euro, et chaque pays, dans la mesure où l'agent, c'est-à-dire l'État et les hommes politiques, s'ils ont un horizon très myope, et si on pense par exemple à un certain nombre de gouvernements de coalition, dans par exemple un pays comme l'Italie qui dure pendant 1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'horizon temporel du gouvernement est quand même très court pour, je dirais, est-ce qu'ils vont se considérer concernés par, je dirais, des contrats plus longs? Donc là, il y a quand même, je dirais, une véritable difficulté intellectuelle, à mon avis, à dessiner des contrats entre, je dirais, au niveau de la zone euro pour différents pays. Des éléments de solution aussi. On a appris de Francesco Giavazzi que dans le cocktail taxe de réduction, disons, hausse de la fiscalité et réduction des dépenses, les multiplicateurs sont beaucoup plus élevés lorsqu'on fait des hausses de taxes que des diminutions de dépenses. Et donc, il faut choisir un cocktail plutôt 75-20 que 20-25-75. Et pour l'instant, en France, on en était loin. Ensuite, des solutions. Jared Bernstein il nous a offert aussi une solution
je dirais, plus globale, qui est de dire il faut être, lorsqu'on regarde l'aspect cyclique, il faut être des colombes, mais par contre, il faut être des faucons structurels, alors que j'ai l'impression qu'en Europe, on a été plutôt, et en France en particulier, on a été plutôt des faucons cycliques et des colombes structurelles. Et puis enfin, bien évidemment, il faut s'occuper de la croissance, c'est-à-dire qu'il faut raisonner à chaque fois sur les différentes réformes structurelles qui permettront d'augmenter la croissance potentielle. Donc merci à tous pour ce, je dirais, débat très riche et en même temps relativement convergent qui nous permet d'envisager avec un relatif optimiste si les différentes solutions qui ont été proposées étaient enfin mises en application. Merci à vous tous.